Bonsoir. Qui est vraiment François Hollande? La question peut paraître incongrue et pourtant elle se pose. Il a suffi d'une photo casquée sur un trottoir parisien, d'une déclaration d'amour faite au patron et de quelques reculades politiques pour que les Français se demandent qui était vraiment l'homme qu'ils avaient élu à l'Élysée. Le président, c'est inconnu, c'est donc le thème de ce 248e numéro de Complément d'enquête. Un homme pudique. C'est quelqu'un qui considère qu'on ne doit pas exprimer ses sentiments. Il dit c'est un galet, François Hollande. Il peut sembler très lisse à l'extérieur, mais il est très dur à l'intérieur. Moi je le connais bien, il est très dur à l'intérieur. Et quand il a pris une décision, impossible de le faire changer. Il a pris sa décision et il l'applique. Voilà, difficile de vous parler de François Hollande sans vous montrer cette fameuse grille du coq. Vous savez, c'est la grille à l'arrière de l'Élysée qui permet de sortir discrètement quand on en a envie. Et puis, hasard de la météo, quand on parle de Hollande, allez savoir pourquoi il se met à pleuvoir. C'est une blague, bien sûr. Alors, on va essayer de cerner cette personnalité du président, de ce président normal, flou, indécis selon certains, déterminé et habile selon d'autres. On va le faire avec ses proches, avec ses amis, avec ses compagnons de route, que ce soit François Rebsamen, que ce soit Pierre-René Lemas à l'Élysée, que ce soit Julien Drey, camarade du PS, ou encore Michel Sapin, ministre du Travail, qui nous attend. Et on va aussi s'intéresser à l'image. On va d'ailleurs commencer par cela. Comment se fait-il que ce président paraisse aussi fâché avec l'image, puisque c'est d'ailleurs d'une image qui est venue le scandale. C'est une enquête de Jean-Carl Lambert, de Mathieu Nievenglowski et de Michael Bozzo, et bien sûr pour écouter le mot-clé, c'est l'enquête. Voilà la rue, dans un quartier chic de la capitale. Voilà l'appartement, au 4e étage. Et voilà la porte de l'immeuble où a été prise la photo. Celle dont François Hollande se serait bien passé. Celle d'un président de la République sortant casqué d'un rendez-vous galant. Et voilà l'homme qui l'a prise. Sébastien Valliella vient de rentrer à Paris après quelques semaines passées au vert, loin du tumulte qu'il a créé. Depuis 1 an, le paparazzi pistait Julie Gaillet, à qui la rumeur prêtait une liaison avec le chef de l'État. Et puis l'été dernier, l'un de ses indices l'appelle. J'ai un coup de fil de quelqu'un du côté de Saint-Germain voilà, qui m'appelle, qui me dit tiens, il y a Julie Gaillet qui est là au café. Je dis ok, très bien. J'étais pas loin, je vais voir, parce que évidemment j'ai toujours cette histoire en tête. Et là, je vois un scénic qui arrive, qui se gare devant. Je la vois, elle bouger, regarder vers le scénic, donc je comprends que c'est la voiture qui vient la chercher, mais donc je fais le tour en scooter, je passe devant et je reconnais à l'intérieur un des gardes du corps du président. Donc là, ça devient de plus en plus intriguant. Et je les suis tout simplement jusqu'à la rue du Cirque. C'est là que je découvre cette adresse. Cette adresse, à 100 mètres de l'Élysée, le photographe ne s'en sert pas tout de suite. Mais 5 mois plus tard, comme la rumeur s'amplifie, il décide de retourner planquer rue du Cirque. On arrive en scooter là, par la rue du Cirque. Et puis, je reconnais le scénic qui est là, le même. Je me place au bout dans la rue là. Et j'enlève mon casque et tout. Et je rentre à pied dans la rue du Cirque. Comme ça, mine de rien. Et là, moi j'arrive au 20, la porte s'ouvre. Et je vois un mec casqué. Qui sort avec un garde du corps derrière que je reconnais être son garde du corps. Et je comprends. Vous reconnaissez le chef de l'État? Voilà, je reconnais son garde du corps et je comprends comment ils font pour rentrer et sortir de cet immeuble. Le parcours est toujours le même. Sur cette carte, l'Élysée à droite et à gauche, son annexe, l'hôtel de Marigny, dont une sortie de garage donne justement rue du Cirque. À chaque rendez-vous, précédé par une voiture, le président sort à scooter et roule 100 mètres jusqu'au numéro 20, puis disparaît sous le porche. Après, il suffisait de s'organiser pour savoir comment se placer pour faire les photos de tout ça, quoi. Et donc, un véhicule là dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, et en face, coup de bol pour nous, il y a une cage d'escalier avec à chaque palier une fenêtre qui donne mais pile dessus, quoi. Le piège est en place. La photo sera publiée en une de Closer.
Des clichés volés dans un magazine People, tout ce que déteste le président. Mais la rédactrice en chef n'a pas d'état d'âme et elle obtient vite le feu vert de son éditeur, un groupe de presse italien. Très rapidement, l'autorisation, enfin le go nous est donné. On a les photos le lundi et on boucle les mercredis matins. Et vous contactez l'Élysée, vous cherchez à savoir comment ils vont réagir? Non, mais ça c'est une question très française. Vous contactez l'Élysée pour demander si vous pouvez. Non, on le fait jamais. Enfin, on fait jamais. On contacte jamais la personne. On ne prévient jamais la personne avant. Même pas le président. Le président, c'est un président normal. Aujourd'hui, on entend beaucoup dire il tient extrêmement à sa vie privée, etc. Alors, je sais bien que tout le monde a un peu la mémoire courte, mais enfin, François Hollande qui pose devant l'Assemblée avec Ségolène Royal, qui vend son couple quand c'est un jeune parlementaire, François Hollande qui pose dans sa cuisine avec ses enfants, François Hollande qui déclare c'est la femme de ma vie dans Gala de Valérie Trierweiler. Quand bien même tout ça lui aurait échappé, ses ex-compagnes ont abondamment parlé de sa vie privée à sa place. Vie privée ou image publique, transparence ou intimité, François Hollande a toujours eu du mal à placer le curseur. Les photos le montrent rarement à son avantage, comme s'il peinait à apprivoiser l'objectif. C'est le sentiment de ceux qui l'ont photographié. Tous racontent la même chose. Sur papier glacé, le président normal, simple et cordial, passe alors pour un chef d'État figé et maladroit. Que disent de lui ces clichés? Qu'est-ce que lui coûtent ces ratés? Pourquoi le président a-t-il tant de mal avec son image? Ce jour-là, au palais de l'Élysée, on se prépare à accueillir le nouveau roi de Belgique et son épouse. Une rencontre sans enjeu, mais les journalistes sont nombreux, des photographes surtout, venus couvrir la première visite d'État du couple royal en France. S'il vous plaît, Président. Depuis l'arrivée de François Hollande, Michel Euler prend plus de plaisir à venir faire des photos à l'Élysée. Sarkozy était très nerveux, il ne nous aimait pas. En général, il était toujours très méfiant, Sarkozy envers nous. Mais Hollande, j'ai jamais vu quelque chose de négatif. Il est toujours, comme il est, toujours pareil. Un président d'humeur égale, mais seul, sans première dame aujourd'hui pour accueillir ses hôtes. C'est cette histoire que le photographe va essayer de raconter en un seul cliché, car c'est celle qui peut intéresser ses clients. Pour moi, l'histoire, c'est ici, là. Parce que là, il est en train de discuter avec la reine. Là, probablement, elle lui dit quelque chose, et lui, il est là tout ravi. Alors, je sais pas qu'elle vient de lui dire. Alors, peut-être lui a dit, écoute, c'est pas grave, vous êtes tout seul. Ah, je sais pas, c'était ça. Et cette histoire, elle va plaire à son agence de presse, qui va l'envoyer à ses clients, journaux et sites internet du monde entier. Il a une tête de genre je regrette, c'est dommage, quelque chose comme ça, un petit hochement de tête. Des chefs d'État, Bertrand Combaldieu en a connu 4. Et question photogénie à l'entendre, Hollande ne serait pas le meilleur. Les photos de Hollande, je vais en avoir 11 873. Et il n'y en a aucune qui soit très très forte à vos yeux? Forte, non, je suis désolé, je n'en vois pas. Bon, j'ai 3 photos que je trouve sympas. J'ai pas tout en tête non plus, mais quand même je le vois souvent, ce monsieur. Dans le chronologique, c'est quand il s'est fait enfariner à un meeting avant son élection. Ça, j'aime beaucoup parce que c'était quand il a remonté les champs juste après son élection. Il faisait un temps épouvantable et les journaux anglo-saxons l'avaient appelé The Waterproof President. Et je trouve ça, le président imperméable. Le président imperméable. Et je trouve ça pas mal. Et en plus, celle-là a très bien marché, par exemple. Et ça, c'est la photo d'un meeting aussi du 6 mai. C'est donc le soir de l'élection. Ouais, le soir de l'élection, avec Valérie. Voilà, ces 3 photos en un an et demi, c'est pas beaucoup. Hein. L'impression qu'on le connaît mal, en fait. On a l'impression que c'est un monsieur qui l'a regardé. Même quand il fait un petit coucou, voilà, la main est collée au corps. C'est neutre. Et après, on voit pas tellement de sentiments sortir des photos de François Hollande. Couché sur le papier, le président normal ne ferait pas bonne impression. Fin 2011, un magazine de photos fait poser tous les candidats à la présidentielle. François Hollande sur le toit de l'Assemblée nationale,
est à son avantage. Mais le portraitiste a eu du mal. Est-ce qu'il est photogénique, François Hollande? Non. Et je suis là pour l'aider. C'est regard. Voilà, non. Ça c'est bien. Là on est bien. Là on est bien. Ne tuez pas monsieur Hollande quand même, hein. Il perd 95% l'image de sa crédibilité, de son charisme. Il perd tout. Quand il pose? Oui, quand il pose, c'est comme ça. C'est dans l'ADN des gens. Vous êtes prévu pour ça ou pas? La photo arrange certaines personnes. Elles sont photogéniques, donc ça veut dire qu'elles sont plus belles en photo qu'en vrai. Lui, c'est l'inverse. C'est pas une question de beauté d'ailleurs. Mais disons qu'il perd tout son charme naturel. Il perd même son éclat d'intelligence. Quand vous êtes face à lui, c'est quelqu'un de très intelligent et ça se voit dans son regard. Et devant la photo, d'un seul coup, cette intelligence disparaît. Mais pour nous, c'est intéressant parce que voilà, c'est vrai, c'est pas fabriqué, c'est pas survendu. C'est rare d'avoir des photos qui montrent les gens en deçà de ce qu'ils sont. Début 2012, le magazine demande aux politiques de passer cette fois de l'autre côté de l'appareil et de prendre eux-mêmes une photo de leur campagne. Sarkozy, Bayrou, Mélenchon se prêtent au jeu. François Hollande, lui, va surprendre tout le monde avec ce cliché. En général, ils prennent la photo des gens qui les regardent. Et puis, il y a un personnage qui, lui, s'est différencié et qui allait devenir président. Il s'est photographié lui-même. Et c'est François Hollande. Dans sa tête, il sait qu'il va gagner. Il sait qu'il est le futur président. On lui demande de faire une photo d'un candidat. Lui, il fait la photo du président. Alors, il se trouve, en plus, et sans y voir de mauvaises choses, que cette photographie est floue. C'est peut-être une information de ce qui va se passer un peu plus tard, où on va rentrer effectivement dans une période assez floue au niveau politique. Ça, c'est un petit commentaire gratuit. Une fois à l'Élysée, pas d'état de grâce pour le président. Très vite, sa cote de popularité s'effondre et de la cravate de côté à la montre à l'envers, tout est prétexte à railler un président affaibli. Exemple à la rentrée dernière, avec cette photo qui connaît un énorme succès sur Internet et fait l'objet de nombreux détournements. C'est Denis Charlet qui l'a prise, à Denain, près de Valenciennes, le 3 septembre dernier. Ce jour-là, le président fait la rentrée des classes. François Hollande salue les enfants, discute avec les instituteurs. Denis Charlet est le seul photographe à le suivre quand il change de salle pour aller présider une table ronde sur les rythmes scolaires. Il prend sa place pour s'asseoir. On fait toujours des images, on ne sait jamais, on peut trouver une image intéressante. Il range ses papiers, discute avec le député. Et là, je commence à refermer parce que je vois mon cadrage. Je vois que aujourd'hui, je dois faire... Aujourd'hui, c'est à la rentrée que le président de la République, qui me semble une bonne image. Ça sera peut-être la seule image parce que c'est pas grand intérêt, un tour de table n'a jamais grand intérêt. Et là, il sourit, puisqu'il voit quelqu'un derrière moi. Donc, il regarde, il sourit, une photo, deux photos, et c'est terminé. Et j'ai envoyé ces trois photos-là. Et qu'est-ce qui vous plaisait dans celle du milieu? L'aspect sympathique, drôle. Vous aimez bien les moments qui sortent comme ça un peu du côté officiel? Oui, je trouve que ça peut apporter un petit plus. Bon là, ça s'est passé sur ce sourire. Certains diront niais, mais voilà, moi je trouvais ça... Vous, elle vous plaisait bien? Oui, elle me plaisait bien, et je la trouvais pas dégradante. À Paris, le service photo de l'AFP diffuse le sourire du président en début d'après-midi. Et très vite, les internautes se lâchent. On voit que les réseaux sociaux s'emballent un peu, puis on voit cette photo et on se dit ouais c'est nul, ça sert à rien cette photo, voilà. On la retire et on fait un mandatory kill. Une façon pour nous de dire à nos abonnés, aux journaux et aux sites web qui reçoivent nos images, qu'on ne souhaite pas qu'ils utilisent cette photo. Mais le buzz repart de plus belle, car la manœuvre donne l'impression d'une censure. D'une manière ou d'une autre, on laisse penser qu'on aurait pu être influencé par l'exécutif ou l'Élysée ou des conseillers en communication qui nous auraient enguirlandés. Or, c'est même pas ce qui s'est passé. On l'a fait en se disant, bon, on a mieux dans cette série-là. Celle-là, il a vraiment l'air un tout petit peu les yeux écarquillés, pas très à son avantage, ça sert à rien. Ça arrive à tout le monde de se curer le nez au volant, ça arrive à tout le monde de se gratter l'oreille. Et on passe pas ces images parce que ça n'a pas de grand intérêt. Et même quand l'image du chef de l'État est institutionnelle, posée,
quand elle est destinée à toutes les mairies de France, même quand François Hollande a pu choisir le cadre, le moment et même le photographe, son portrait officiel paraît lui échapper. Franck Tapiro est spécialiste en communication politique. Il a travaillé aussi bien pour le PS que pour l'UMP. Pour lui, cette photo signée Raymond Depardon est tout simplement ratée. Il est posé au milieu d'un paysage, dans l'ombre la plus totale, sauf que le problème c'est qu'on attend d'un homme politique, surtout un président de la République, qu'il soit dans la lumière. Alors qu'elle est totalement dans l'ombre et je dirais même à contre-jour. Derrière, il y a les murs d'un bâtiment en angle qu'on ne reconnaît même pas, parce qu'on ne reconnaît pas l'Élysée. À gauche, les deux drapeaux, bleu, blanc, rouge et européen sont anecdotiques. On voit qu'il est mal à l'aise. D'abord, il est de 3/4, il pose ses bras, on ne sait pas comment. Et en fait, on a l'impression d'un lapin pris dans les phares d'une voiture. C'est comme s'il arrivait au beau milieu d'une prise de vue de l'Élysée avec « Oh, pardon, j'avais pas vu qu'il y avait une caméra ou une prise de vue ?» Le message par l'image, François Hollande a du mal. Avant lui, d'autres y parvenaient bien mieux, à commencer par le général de Gaulle. Il est dans cette fameuse pièce qui est la bibliothèque de l'Élysée. Et regardez bien, sur le guéridon, il y a 2 livres. Il a la main et plutôt le poing posé sur le livre. C'est une symbolique de quelqu'un qui veut peser sur l'histoire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la vraie rupture. La première fois, un président a voulu rompre avec les habits présidentiels d'époque pour moderniser la République, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Donc le cadrage un petit peu sur la gauche, le regard assez haut, très serré. C'est vrai que c'est complètement en rupture avec toutes les autres. C'est de loin la plus créative, la plus différente, la plus étonnante de toutes les photos présidentielles. Ensuite, vous allez voir le rapport extraordinaire entre Chirac et Hollande. Les deux Corésiens ont eu envie de sortir dehors. Ils ont envie de quitter cette bibliothèque qui enferme un petit peu. Et je pense que ça a servi de modèle. Malheureusement pour eux, le modèle est 10 fois mieux réussi que celui-là. Là, dans tous les autres, quel qu'ait été leur parcours politique, on sent qu'il y a une volonté. Même s'ils ne l'ont pas en vrai, ils essaient de jouer et d'incarner, de montrer qu'ils ont une vision. Je pense que François Hollande n'a rien voulu exprimer. Je pense que François Hollande s'est laissé imposer cette photo, vous savez, comme une figure imposée en patinage artistique. Il est obligé de passer par là. Je pense que s'il avait pu choisir, il n'aurait pas fait la photo. À force de ne pas gérer son image, il laisse les autres le faire pour lui. Sur Internet, on a vu le chef de l'État en Robin des Bois, aux côtés de Casimir, dans la savane ou déguisé en rasta. Des blagues normales pour un président normal. Voilà pour cette enquête de Jean-Carl Lambert, de Mathieu Niewenglowski et de Michael Bozo. Et on est ici avec vous, Roland Quirol, dans ce très bel hôtel Lutetia. Vous savez, c'est l'un de ces salons parisiens où la politique, quelquefois, se fait. Alors, vous êtes expert en matière de sondage, de politique, d'image aussi. Côté sondage, on le sait, la cote de François Hollande est on ne peut plus basse. Je crois qu'il a battu tous les records de tous les présidents de la 5e réunis. Il est à autour de 20%. Oui. Côté image, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'imprime pas, comme disent les photographes? C'est parce que c'est le regard qu'on a, nous, ou il n'imprime pas? Non, je crois qu'il y a deux choses. Il y a ça, d'abord, la photo, l'image au sens physique du terme que renvoie François Hollande. C'est quelqu'un, quand vous le voyez, quand vous parlez avec lui, qui dégage immédiatement une certaine sympathie, une certaine chaleur et une pétillance d'intelligence. La photo le fige, et comme il a un sourire qui se déploie, si vous arrêtez le moment où on prend, ça donne ce sourire un peu benet qu'on lui voit sur beaucoup de photos. Bon, donc alors, voilà. On retient ces images. C'est du Hollande bashing ou c'est effectivement ce président qui génère ce genre d'image-là? Écoutez, c'est les deux. C'est tout de même un peu du Hollande bashing parce qu'on est trop content de montrer un président qui a l'air benet et quand en plus les guignols vont lui donner le son derrière, voilà. Il n'y a pas que, tous les humoristes. Très bien, mais ça veut dire que ça va pas renforcer son image d'intelligence et de créativité. Et puis en même temps, il y a le fait qu'il n'y a pas de véritable gestion de la politique d'image de François Hollande. De la part de son entourage, de la part ou de sa part à lui-même. lui? Est-ce que c'est au-dessus voilà, de la part de lui-même et de son entourage. Il n'y a pas de vraie réflexion, ni d'une agence, ni d'une cellule à l'Élysée qui essaierait d'avoir une politique d'image. Non, mal entouré. On peut dire qu'ils n'ont pas pris ça comme un objectif. Bon, et lui-même, parce qu'on le dit très pudique, est-ce que c'est par excès de pudibonderie qui ne s'occupe pas de son image, ou par excès de confiance, il serait trop sûr de lui, ça serait une sorte de péché d'orgueil, il dirait, bon, moi je m'occupe pas de ça. C'est vrai que c'est quelqu'un qui ne se livre pas.
il ne parle jamais de lui au plan personnel. Il a, avec les gens qui sont des vieux amis, des échanges qui sont toujours assez en dedans. C'est quelqu'un qui est très sympa, mais pas d'une chaleur personnelle extrême. Et c'est ça aussi qu'on sent sur les photos. Bon, mais il y en a qui disent froid, qu'on dise qu'en fait, à l'intérieur, c'est quelqu'un de très froid, calculateur, sinon froid, presque cynique. Sinon froid, du moins quelqu'un qui est très contrôlé. Et, il ne dit pas de bêtises. Il a des fiches dans la tête. S'il vous voit, il sait parfaitement que la dernière fois qu'il vous a vu, c'est il y a 17 mois, dans tel endroit, et que vous lui avez dit cela. C'est une machine politique. C'est une vraie machine politique, sans qu'il ait besoin de prendre des notes. Il enregistre les choses et il s'en souvient. Alors pourquoi ce regard des Français? Parce que quand même, ils s'en amusent de ce président normal qu'ils ont élu. Et je disais au début de l'émission qu'ils commencent à se demander un petit peu en même temps qui c'est, parce que on leur a vendu un président normal, et puis ils trouvent quelqu'un qui voit sur les trottoirs parisiens avec des casques, qui a l'air de changer de politique en cours de route, qui enregistre plutôt des échecs que des succès. C'est quoi? C'est le bilan qui se retourne contre lui aussi? Oui, c'est clairement, au fond, son avantage d'image quand il arrive à l'Élysée, c'est qu'il n'est pas Sarkozy. Et puis, le problème, c'est que, en même temps, les Français, ils ont une attente, que le chômage baisse. Le chômage baisse pas. Et donc, on vient d'avoir les chiffres encore. Hein. Voilà. Et donc, ce sentiment de la promesse non tenue, qui est la malédiction pour les politiques, recommence fort, parce qu'avec lui, il y a eu un espoir. Pas tellement qu'il avait fait des promesses, mais les gens de gauche, quelques promesses, mais il y avait cet espoir que pour eux, les choses allaient changer. Et c'est pas le changement, c'est maintenant, c'est la déception, c'est maintenant. Et du coup, on regarde l'homme avec les yeux de quelqu'un qui est déçu, d'abord déçu. Et c'est d'abord. Il y a pas aussi un procès en revirement, en retournement de veste, enfin peut-être un peu trop fort comme terme, mais c'est vrai qu'il a dit d'abord j'aime pas les riches, mon ennemi c'est la finance, puis après il fait des yeux doux aux entrepreneurs. C'est plutôt, jusqu'à la conférence de presse du 14 janvier, c'est plutôt, mais où est-ce qu'il va exactement? Et ça, c'est un doute terrible pour un président de la République. Le président, c'est celui qui donne le cap, c'est celui qui doit aller de l'avant. S'il donne le sentiment de louvoyer, ça devient, est-ce qu'il sait où il va? Est-ce qu'il est indécis? Voilà. Là, il y a quelque chose qui vraiment est constitutif d'image et qui pose problème. L'image de sa vie privée, hein, lui qui insiste tant pour dire qu'il y a vie privée et vie publique, mais quand même dans cette fameuse anaphore, là, resté célèbre, il disait, moi, président, je m'attacherai à être exemplaire, à ce que ma conduite soit exemplaire partout, en tout lieu, tout le temps. Bon, ces déboires-là, est-ce que les Français lui reprochent aujourd'hui? Écoutez, c'est pas trop ce qu'on a trouvé dans les études qualitatives depuis les révélations, non. C'est plutôt, voilà, après tout, c'est un homme comme un autre, c'est sa vie. Ça ne colore pas fortement la perception. Pour les Français, il peut très bien avoir sa vie à gérer et avoir la France à gérer, c'est pas incompatible. C'est un peu le sentiment, d'autant que les Français ont le sentiment qu'avec les hommes politiques, ça a un peu toujours été comme ça. Bon, merci beaucoup pour cet éclairage sur quelqu'un que vous connaissez bien, vous l'avez suivi dans sa campagne, c'est un ami, il y a longtemps. C'est une vieille connaissance, on va dire. Alors on va continuer justement avec cette enquête. Elle est signée Olivier Sibyl et Romain Verlet comme enquêteurs, Alexis Jacquet et Romain Tournos à la caméra, et Olivier Broutin et Vincent Gobert au montage. Et ils ont essayé donc à travers ces 21 premiers mois de mandat de se faire une idée plus précise de cet inconnu qui au départ faisait si peu président. L'opération a débuté dans le plus grand secret, sur les bords de Vienne, à Limoges, en septembre dernier. Nom de code, reconquête, enjeu, sauver l'image du président. Tout s'est passé ici, dans les ateliers Smuggler. L'homme à qui l'on a confié l'opération s'appelle Gilles Attaf, son PDG. L'un des rares en France capables de fabriquer un costume 100% français. Voilà, ici c'est le bureau d'études. Et là, donc, toute la fabrication. Un beau matin, Gilles Attaf reçoit un coup de téléphone qu'il n'est pas prêt d'oublier. Au bout du fil, l'Élysée. Je vous cache pas que j'ai cru que c'était une blague d'ailleurs au départ quand on m'a appelé en me disant est-ce que vous pouvez faire un costume pour le président? Mais en fait non, c'était vraiment sérieux. Sa mission? Faire un costume sur mesure, en urgence, pour François Hollande qui doit s'exprimer à la télévision 3 jours plus tard. Le lendemain matin, à 7h,
il se présente à l'Élysée. On avait qu'une demi-heure pour lui prendre ses mesures, donc il a fallu être très performant. On est allé dans les appartements privés, dans le dressing de l'Élysée à l'époque avec Madame Trierweiler. Il a choisi le tissu bleu marine de son costume puisqu'il ne met des costumes bleu marine. Pour son entourage, il faut changer l'image du président. Gommer son côté Bourvil, en finir avec ses vestes froissées, ses cravates de travers et ses manches trop longues. Bref, lui donner un costume et une stature de chef d'État. 3 jours plus tard, sur TF1, face à Claire Chazal, l'amélioration est notable, l'opération réussie. Depuis, l'Élysée a commandé 5 costumes supplémentaires. Prix catalogue, 900 € pièce. Il aura donc fallu 1 an et demi à l'entourage de François Hollande pour le convaincre d'endosser le costume présidentiel. 1 an et demi pendant lesquels les Français ont observé, se sont interrogés sur celui qu'ils avaient élu et ont fini par douter. Est-ce que je me résous à cette situation dans l'opinion? Vous savez, ça a commencé tout de suite, hein. Il n'y a pas eu de délai de grâce. Pas d'état de grâce, mais au départ une certaine bienveillance pour ce président qui se voulait normal. Cet anti-Sarkozy qui disait vouloir s'en prendre à la finance. Mon véritable adversaire, il n'a pas de nom, pas de visage. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et puis, il y a eu le ras-le-bol fiscal, les hésitations, les reculades, sur la famille, sur l'écotaxe. C'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit. Il connaît trop bien cette France-là et il a trop peu envie de la brusquer. C'est peut-être une erreur politique. Enfin, il y a eu le virage social-libéral, social-démocrate, le pacte avec les patrons et cette question sur toutes les bouches. Qui suis-je? On est dans un moment d'hésitation et je pense que l'hésitation est aussi dans la tête de François Hollande. Il sait où il veut aller, mais il peut prendre des chemins de traverse pour y arriver. Qui est vraiment François Hollande? Un président trop flou, trop mou pour les uns, habile et déterminé pour les autres. Un président indéchiffrable, secret et solitaire. Il a toujours ce masque d'homme affable, qui fait des blagues, qui a de l'humour, de l'esprit, qui a l'air totalement imperturbable, insensible aux avanies, au climat du moment. De la Corrèze à l'Élysée, nous sommes allés à la rencontre de ses collaborateurs, de ses proches, pour percer le mystère de ce président qui se voulait accessible. Monsieur le Président, est-ce que c'est encore possible d'être en contact avec les Français, s'il vous plaît, pour vous? Je ne cesse de le faire, mais merci d'insister pour que je le fasse encore davantage. Ce président qui se retrouve peu à peu, pris au piège du protocole et des réalités. L'histoire entre les Français et leur nouveau président commence sous la pluie, le 15 mai 2012 sur les Champs-Élysées. Mariage pluvieux, disent les optimistes. Gouverner, c'est pleuvoir, répond le chef de l'État. Les commentateurs n'ont alors Dieu que pour les signes de normalité, envoyés par ce pouvoir qui a fait de la modestie sa marque. Tout est symbole aujourd'hui, la fameuse DS5. Une voiture aussi volontairement assez simple. Pour remonter les Champs-Élysées, pas de grosse berline, mais une voiture de cadre moyen. Et quelques instants plus tôt dans Paris, un strict respect du code de la route. Un président de la République qui s'arrête au feu rouge, tout de même, ça n'est pas banal. C'est au-delà de pas banal, c'est totalement inédit. On vous aime, ce président. Quelques jours plus tard, pour l'un de ses premiers déplacements, à Bruxelles, il casse encore les habitudes et choisit le train plutôt que l'avion. Mais rien n'est improvisé. Cette présidence normale a été imaginée avec ses proches comme François Rebsamen, aujourd'hui patron du groupe socialiste au Sénat et fidèle lieutenant de la rue de Solferino. Normal, c'est un homme qui sait rester modeste, c'est quelqu'un qui ne recherche pas, comment vous dire, les ors de la fonction, c'est un homme qui prend exemple sur ce que peuvent être les dirigeants des pays de l'Europe du Nord, par exemple. L'expression normale qui lui est sortie comme ça, c'était en décembre 2010 à Alger, si j'ai bonne mémoire. C'est vrai qu'elle était le contrepoint d'un Sarkozy bouillonnant, un peu énervé, un peu toujours agité. Donc il a voulu se poser
se poser en différence, quoi, en contre ça. Et comme beaucoup de ses collègues d'Europe du Nord, François Hollande choisit de ne pas habiter dans un palais de la République, mais chez lui, dans son appartement du 15e arrondissement de Paris. Le dimanche, à la surprise des commerçants, il continue à faire ses courses, comme si de rien n'était. Il y a moi, il y a le président, il y a le boucher, ici avec la patronne. Lui qui demande pour le saucisson sec, ce qu'il est bon ou il sait. Mais alors il dînait avec des idées précises ou Non, il n'avait pas d'idée. À part le soir quand il venait chercher son entrecôte. Là, il savait ce qu'il voulait. Pour l'accompagner, pas de service d'ordre impressionnant, juste quelques agents en civil. Le président passe presque inaperçu. Guillaume le fromager n'en est toujours pas revenu. Il fait la queue, il attend, et puis quand vient son tour, c'est à lui. C'est monsieur tout le monde, enfin c'est vraiment là, il n'y avait pas de... je me prends pour quelqu'un. Non, c'était très très bien, pas de souci. Mais qu'est-ce qu'un président normal ? Pour certains socialistes comme Julien Drey, si l'homme peut être normal, la fonction elle ne l'est sûrement pas. D'où un malentendu. Le terme normal, on voit bien ce qu'il voulait dire. C'est rompre avec une forme de bling-bling, avec une forme d'exercice un peu sulfureux du pouvoir, mais on a introduit une mauvaise idée. Voilà, on a introduit que le président de la République, c'était quelqu'un à qui on pouvait taper dans le dos, boire un coup dans un café. C'est pas ça, un président de la République. Ça peut pas être ça. Et finalement, 21 mois après son arrivée à l'Élysée, la normalité a été un peu oubliée. La DS5 du cadre moyen a été remisée au garage, on a ressorti la C6 présidentielle. Quant aux feux rouges, on ne les respecte pas toujours. François Hollande a fait comme ses prédécesseurs, il a dû s'adapter. Une mue inévitable. Selon René-Georges Kéry, l'ancien patron du service de protection des hautes personnalités. Tous les présidents de la République, dans les premiers mois de leur mandat, vont raconter moi je suis un type normal, je vais me déplacer en métro, j'aurai ma petite kangou, je vais faire... Bon, peu importe. Après, l'obligation de la fonction les rattrape et ils rentrent dans le moule et je m'en réjouis. Le président doit se déplacer dans l'avion présidentiel, c'est une question de sécurité, c'est une question de statut et d'image aussi. Je ne vois pas pourquoi le président de la République ne se déplacerait pas. Alors après tout, pourquoi pas en TGV, en deuxième classe ou faire du stop au bord de l'autoroute. Il faut quand même ramener les choses à leur juste mesure. Fini le train, la plupart des déplacements se font désormais en avion. Au besoin, dans le fameux Air Sarko One, l'Airbus A330 rénové à grands frais par Nicolas Sarkozy. À bord, 60 places, une chambre à coucher, une salle à manger privée. Pour François Hollande, un confort normal. Un lieu qui nous permet de travailler, donc nous le faisons avec les ministres, avec les conseillers, et nous prenons toutes les étapes du voyage, et l'avion est une étape du voyage. Un avion transformé en bureau volant pour ne jamais perdre de temps. Bienvenue dans la vie somme toute normale d'un chef de l'État. Mais comment François Hollande exerce-t-il le pouvoir? Quelles sont ses convictions? Sa façon d'être? Il nous aura fallu 3 semaines de négociations, d'hésitations entre les différents conseillers, de promesses parfois non tenues, avant d'être enfin reçu à l'Élysée. Et encore, un jour où le président n'est pas là. C'est Pierre-René Lemas qui nous accueille. Il est le secrétaire général de l'Élysée. C'est surtout l'homme de confiance de François Hollande. Comme beaucoup d'autres au palais, lui aussi a fait l'ENA, promotion Voltaire, comme le chef de l'État. Bon, bah voilà, ça c'est dans cette salle que se tient la plupart des réunions de ministres. Le président de la République est en général là. Le Premier ministre est là. Voilà, les ministres en général sont là. Les collaborateurs, je vous dis, sont sur le côté ou parfois derrière, mais voilà. Il a combien de collaborateurs, François Hollande? Ici, dans cette maison, on est moins d'une quarantaine. On est une petite équipe. Vous savez, à l'Élysée, autrefois, on m'a dit qu'on allait jusqu'à 90, une centaine. Le bureau du président, il est juste à côté. Ça me gêne un peu parce que je n'aurais pas parlé.
Image furtive. Pas vraiment. Voilà, ça c'est le bureau du président. Quelques secondes pour entreapercevoir le bureau présidentiel. Pierre-René Lemas est plus qu'un chef d'orchestre à l'Élysée. C'est l'un des rares à pouvoir entrer sans frapper dans le bureau du chef de l'État. Il sait tout, ou presque, de François Hollande. Il est très exigeant vis-à-vis de ses collaborateurs, oui. Il veut qu'on aille vite. Il est assez impatient. Et puis il est très exigeant, donc ce qu'il déteste le plus au monde, c'est l'à peu près, les choses pas très précises. Il a une manière très froide de manifester son mécontentement. C'est pas un homme qui explose, pas du tout. Mais dans sa manière d'être, qui est toujours très sereine, qui est souvent très souriante, quand il n'est pas content, il n'est pas content. Et ses collaborateurs, on le sait très bien. Ses colères froides, un réalisateur et un journaliste en ont été témoins. Patrick Rothman et Pierre Favier ont pu l'observer au début du quinquennat. Pendant 6 mois, ils ont pu filmer sans restriction la vie du palais. Et le Hollande qu'ils ont saisi parfois, sec et cassant, ne ressemblait pas tellement à celui qu'on connaît. Ça, cet après-midi. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver cet après-midi. Donc là maintenant, les discours qui vont arriver, il ne faut pas que ce soit un brouillon. On n'a pas le temps de faire du brouillon. Comme on disent les enfants, il faut écrire directement au propre. François Mitterrand n'avait jamais de réunion à plus de 2-3 personnes maximum. Il trouvait que les réunions faisaient perdre beaucoup de temps, que c'était du blabla. Donc il travaillait en réseau très, très étroit. Au contraire, François Hollande est beaucoup plus collectif dans sa manière de prendre les décisions. Naturellement, il est seul au moment de prendre la décision, mais lui-même participe à 2-3 réunions chaque jour. Un président collectif, mais insaisissable. C'est Dominique Villemot qui le raconte. Un autre ami, lui aussi de la promotion Voltaire. À l'entendre, François Hollande écoute, sourit, mais ne trahit jamais ses intentions. Le président se nourrit, et donc il écoute beaucoup de gens, il lit beaucoup de notes, il y a beaucoup de réunions, puis à la fin, le président s'est fait son idée et va prendre sa décision. Voilà. Et sa décision, vous ne pouvez pas savoir laquelle il va prendre quand vous êtes avec lui. Il dit oui, mais ça ne veut pas dire oui, quoi. Exactement. Voilà, il dit oui parce que ça veut dire qu'il vous respecte. En fait, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup. Il écoute, il respecte. Donc il trouve que ce que vous dites est intéressant, et il est très content de ce que vous lui dites, parce qu'il apprend des choses. Et voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec vous. Insondable et habile, le président Hollande désarçonne ses interlocuteurs, y compris les journalistes politiques comme Valérie Astruc. C'est quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Il a son idée, sauf qu'il ne l'explicite pas à personne, parce qu'il dit que l'essentiel c'est le but. Comment on y arrive peut-être par zigzag, mais le tout c'est d'y arriver. Et comme il n'explique pas son but à son entourage, et bien, du coup il devient illisible. Il est illisible pour son entourage qui a du coup du mal à répercuter sa parole. Il est aussi illisible auprès du grand public. Dans ce palais bien gardé, entouré d'une équipe de technocrates pour des journées de travail qui n'en finissent pas, François Hollande ne craint qu'une chose, qu'on lui ôte sa liberté. Le numéro de téléphone de François Hollande n'est pas le numéro le plus difficile à obtenir. Et d'ailleurs, c'est le même que celui qu'il avait lorsqu'il était premier secrétaire du Parti socialiste et candidat à la primaire. Il n'a pas changé de téléphone depuis qu'il est président. Comme il n'a pas confiance dans les intermédiaires en général, il préfère communiquer lui-même directement avec les journalistes. Cette solitude, tout d'un coup, a dû lui peser le sentiment d'enfermement. Voilà, d'être prisonnier. Et ça, c'est un trait caractéristique de François Hollande, c'est qu'il aime sa liberté. Voilà, il aime sa liberté. J'ai souvent dit que le fait qu'il aime les scooters et qu'il aime aller dans les... C'était aussi un trait de caractère. Parce que le scooter, ça permet d'aller vite, d'être indépendant, de dépendre de personne. Voilà. Alors, dès que son emploi du temps le lui permet, François Hollande s'échappe de l'Élysée. Une voiture banalisée aux vitres fumées, un seul garde du corps, et le président de la République part déjeuner en ville, discrètement. L'un de ses mets favoris, les soufflés de Gérard Hidou. Donc ça, c'est le dessert préféré? Ah, le dessert préféré du président François Hollande. Ah, ça, quand il commande le soufflé au chocolat, il a des yeux... Et pour déguster la spécialité du chef, le chef de l'État convie ici des proches comme Bernard Poignant. Les deux amis ont leurs habitudes, toujours la même table et au menu,
la politique, toujours. François Hollande souffre de cet éloignement avec la réalité. Alors il a confié une mission à Bernard Poignant, rencontrer des Français pour sonder l'opinion. C'est quelqu'un, François Hollande, qui a besoin d'avoir des plongées. Il m'a dit d'ailleurs à ces moments-là, il faut sortir, il faut voir des gens, des Français. Et il m'a d'ailleurs dit, tu sais, dans le regard, on voit tout de suite si ça va ou si ça va pas. La vie des gens, sonder les regards, être au contact des électeurs, c'est la méthode Hollande, presque son obsession. Un héritage emprunté à Mitterrand et surtout à Chirac, l'autre élu de Corrèze. Nous sommes à Tulle, 14 000 habitants et un maire, Bernard Combes, qui a succédé à François Hollande. Ça va bien, Vivi? En forme? En forme? Tu gaz? Toujours s'arrêter, toujours saluer, toujours parler, toujours communiquer, toujours voir, toujours entendre, toujours écouter. C'est ça, sa méthode. Pendant 9 ans, de 2003 à 2012, Bernard Combes a été le chauffeur du député Hollande sur les petites routes de Corrèze. À la fois son attaché parlementaire, son homme de confiance, son secrétaire. C'est lui qui organise tous les week-ends du patron du PS sur ses terres d'élection. Aller à la fête du cochon à Neuville, il était hors de question de s'en priver. Aller à la fête de la farcigure, aller à la fête de la pomme, celle de la châtaigne, il était tout le temps là. Il était extrêmement assidu. D'ailleurs, dans le programme, quand vous lui envoyiez le programme en début de semaine en lui disant on va faire ça, et le pré-programme, et il mettait toujours qu'il n'y avait pas assez de choses. Entre deux manifestations publiques, sa voiture lui sert de bureau. Peu d'internet à l'époque, alors il se fait faxer les dépêches de presse dans les mairies, tout le long du parcours. Vous avez toujours un maire qui sortait comme ça, tout affolé, avec un paquet de dépêches, et donnant aux députés de l'époque, en disant voilà, on n'avait plus de papier, donc il en manque quelques-unes. Bon, c'est pas grave, c'est bien déjà, merci beaucoup. Et puis s'il y avait des choses dans les dépêches qui l'intéressaient, il prenait son téléphone, bien sûr, il disait ah non, ça va pas, ça va pas, faut faire un communiqué, mais qu'est-ce que ça veut dire, faudrait vous réveiller. Voilà, c'était comme ça, mais jamais désagréable, juste en pression. La tête à Paris, les pieds en Corrèze. Pendant 20 ans, celui qui a été tour à tour député, maire, conseiller général, ne s'est jamais vraiment enraciné dans ce petit coin du Limousin. En tout cas, pas au point de s'y installer pour pouvoir accueillir ses enfants. Sa vie à Tulle se résume à une simple chambre, accolée à sa permanence. Alors, comme on n'y est pas, c'est pas chauffé, son bureau à lui, donc ça c'était tout son espace, tout son coin, l'accueil. C'est Sophie Dessus qui nous fait la visite. Elle a pris sa suite comme députée. Ça c'était son bureau. Ça c'est son bureau, c'est toujours son bureau d'ailleurs, hein, on va pas changer, ça restera jamais son bureau. Et à côté du bureau, la chambre monacale. Voilà la chambre d'un président de la République. Indispensable, une télé pour suivre les infos. On n'y a pas touché. L'homme François, il est là. C'est ça. C'est cette simplicité-là. Alors il est dans les heures de la République maintenant, mais je ne fais pas plus attention à mon avis que c'est dans cette chambre bleue, d'un bleu layette, sans intérêt, avec une petite commode même pas Ikea pour mettre ses chemises. Enfin c'est... Non. Ça n'a aucune importance tout ça. L'important c'était le travail, se consacrer aux autres. Et même comme président, de passage à Tulle, François Hollande a encore dormi dans cette chambre. Écoute des gens, obsession du travail, simplicité, et au conseil général qui domine la ville, un goût immodéré pour la synthèse. Alain Albinet est journaliste à La Montagne. Ces 4 dernières années, il a vu opérer François Hollande à la tête de cette assemblée. C'était quelqu'un qui cherchait le consensus. Quand les débats avaient tendance à monter dans les tours, il arrivait souvent à désamorcer les choses, soit par un trait d'humour, soit par une attention particulière, mais jamais en jetant de l'huile sur le feu. Quelques mois avant son élection, François Hollande vient dîner chez le journaliste, au coin du feu. Donc dans ma maison, en pleine campagne, devant le feu de bois, une bouteille de rouge, une soupe paysanne, et puis
discussion ouverte, sans a priori, toute la soirée. À l'arrivée, une longue interview où le futur président évoque ses contradictions. Son père, largement marqué à droite, sa mère, plutôt à gauche. Un homme difficile à cerner pour le journaliste qui finit par titrer son article « Qui est vraiment François Hollande ?» Je ne pense pas que ce soit un adepte de la ligne droite. C'est un adepte de la pente naturelle, de l'adaptation à la géographie politique des lieux. Mais il a appris ça, c'est le fruit de 30 ans d'expérience politique. Peut-être une sorte de réel politique à la Hollande. Rechercher le compromis, ne surtout froisser personne. Cette méthode qui fonctionnait en Corrèze est-elle applicable à l'échelle d'un pays? Ronde des bonnets rouges contre l'écotaxe, manifestation contre la loi sur la famille, colère des taxis. Dès que l'opinion s'emballe, François Hollande recule, temporise. Exemple, l'affaire Leonarda, du nom de cette collégienne de 15 ans, renvoyée au Kosovo avec sa famille. Face au ministre qui se déchire sur le retour éventuel de la jeune fille, François Hollande se lance dans un arbitrage hasardeux à la télévision. Il y avait des positions contradictoires de son entourage, telles que lui seul pouvait choisir. Il n'empêche que c'est une énorme, disons, maladresse. Leonarda, si elle en fait la demande compte tenu des circonstances et qu'elle veut poursuivre sa scolarité en France, un accueil lui sera réservé. Et à elle seule. Rentrée, mais sans sa famille. Le remède est pire que le mal, et la communication du président, désastreuse. Merci. C'est pas que un peu qui devait intervenir sur le sujet. Oui, tout à fait. Non, c'est sûr, cette erreur de communication. Ouais, ouais. Il y a des erreurs, il fait des erreurs comme tout le monde. Le président de la République ne peut pas se permettre d'être en direct à la télévision à n'importe quel moment, surtout si cela crée les conditions d'un débat avec des gens qui n'ont pas à débattre avec lui. Ce qui est intéressant quand même dans cette histoire, c'est que, à part Pierre-René Lemas, le secrétaire général de l'Élysée, à part un ministre, personne autour de lui ne l'a dissuadé de s'exprimer à la télévision. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un petit problème au gouvernement. Est-ce que le Premier ministre, est-ce que les ministres protègent vraiment François Hollande? Une cacophonie au gouvernement, une impression de flottement qui déboussole aussi les députés de la majorité. À l'Assemblée nationale, ça grogne dans les couloirs. Personne au PS pour le dire devant une caméra. Ça va me mettre dans la merde, faut pas me demander des trucs comme ça. Il n'y a que chez les Verts qu'on reconnaît un vrai malaise. Quand on dirige un parti politique, c'est évident qu'il faut essayer de ménager un peu la chèvre et le chou. Malheureusement, quand on dirige un pays, et il essaye peut-être de faire la même chose, à mon sens, ce n'est pas possible. On fait toujours des mécontents. Vous savez, la recherche désespérée du consensus ne peut pas arriver à des grandes réformes. Quand on veut faire des réformes, ce qui est dans la tradition et dans l'ADN de la gauche, on doit avoir du courage et prendre des risques. Des risques ? François Hollande s'est-il enfin décidé à en prendre ? Le 31 décembre dernier. Mes chers compatriotes, à ceux qui s'interrogent sur ses convictions, la séquence des vœux va donner matière à réflexion. C'est pourquoi je propose un pacte de responsabilité aux entreprises. Il est fondé sur un principe simple. Moins de charges sur le travail, moins de contraintes sur leurs activités, et en même temps, une contrepartie. Plus d'embauches et plus de dialogue social. Un pacte avec les patrons, ce qui paraissait impensable hier est reprécisé 15 jours plus tard, en conférence de presse. Pourquoi ce pacte ? Parce que le temps est venu. Responsabilité, productivité, politique de l'offre. Le vocabulaire a changé. L'homme qui disait ne pas aimer les riches a-t-il opéré un virage à 180 degrés ? Pour la première fois, il fait un choix clair, le choix de renouer avec les entreprises, de tendre la main aux entreprises, et tant pis pour la gauche. Ça, c'est nouveau. Moi, je ne suis pas surpris de la logique du choix. Où voulez-vous créer des emplois si ce n'est pas dans les entreprises, si vous dites que ça ne sera pas créé chez les fonctionnaires ? C'est un pragmatique, Hollande, un social-démocrate pragmatique. Et là, on n'est pas dans l'idéologie. Il faut que la France retrouve la croissance. Et pour ce faire, comme disait Mandela, c'est avec votre adversaire qu'il faut passer des compromis. Ses adversaires, justement,
vont le mettre à l'épreuve quelques jours plus tard, aux États-Unis. Le French President est accueilli par Barack Obama dans la mère patrie du libéralisme. Une réception en grande pompe. Pour François Hollande, c'est l'occasion de tester son tout nouveau costume de président social-démocrate. Au même moment, sur la côte ouest, à San Francisco, ceux que l'on a appelés les pigeons l'attendent au tournant. Les pigeons, ce sont ces jeunes patrons excédés par la fiscalité imposée aux start-up en France. Ils ont fait parler d'eux il y a 1 an et demi, en faisant reculer le gouvernement héros. À leur tête, Carlos Diaz. Lui et ses confrères sont très sceptiques sur les nouveaux accents libéraux du président. Moi je demande d'abord, je trouve ça super qu'ils viennent, mais pour l'instant on a entendu quoi? Les pigeons, j'aime pas les riches et 75% de taxes. C'est pas un super début quoi. Moi je suis peut-être un plus naïf et optimiste. Il est à mi-mandat, sa popularité est à 19%, il a plus rien à perdre. Il a finalement, dans ce malheur-là, il a une chance énorme, c'est qu'il peut faire ce qu'il veut quoi maintenant. French Tech United. François Hollande est annoncé. Il vient rencontrer ces Français de San Francisco qui ont fui la vieille Europe et surtout la vieille France, qui n'aimeraient pas ceux qui réussissent. Pour Hollande, Carlos Diaz a sa petite idée. Donc les gars, je viens d'avoir la confirmation que normalement ma question a été retenue. Je vais lui demander de m'embrasser. Hein. Voilà quoi. C'est logique. Il paraît qu'il a préparé une réponse. Obtenir une marque d'affection ostensible du chef de l'État, c'est le défi des pigeons. Les déclarations de l'Élysée ne leur suffisent pas, ils veulent du concret. La France doit reconnaître le dynamisme de ses entrepreneurs. C'est la première condition. Et c'est au tour de Carlos Diaz de prendre le micro. Bonjour Monsieur le Président de la République. Quand Barack Obama vient dans la Silicon Valley, il va voir les entrepreneurs de la Silicon Valley. Et l'image qu'on retient, c'est qu'il va les voir et il leur fait une accolade, ce qu'on appelle un hug, ici aux États-Unis. Et moi, ma question pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'embrasser finalement les entrepreneurs et de leur faire un hug? Voilà. Je vais commencer par vous. C'est gagné, l'image sera reprise par tous les médias. François Hollande a retourné la situation à son avantage. Je vous remercie pour cette accolade. Parce que c'était pas évident pour vous, devant tout le monde, d'accepter une accolade de moi. Ajoutez à cela un zeste d'humour, façon Hollande. Vous avez là tous les ingrédients d'une opération bien menée. Il a suffi de quelques semaines au président pour vendre son pacte de responsabilité. Ouais, c'était plutôt pas mal, ouais. Donc c'est une stratégie mûrement réfléchie ou pas? Est-ce qu'il est complètement interdit d'être habile? Habile, mais jusqu'où? Olivier Mathieu est l'un des fondateurs de Price Minister, l'un des leaders français de la vente en ligne. Lui aussi a fait partie des pigeons. Il se définit comme un entrepreneur de gauche qui a voté Hollande. Ce fameux pacte de responsabilité, il le trouve trop flou, pas assez concret. Il l'a écrit au chef de l'État qui lui a répondu, mais sans le convaincre. Ce qui est important, c'est aussi d'éviter les effets de manche. Parce que là, quand on reçoit une lettre comme ça, ou quand on discute avec l'Élysée ou Bercy, on voit quand même qu'on a vite tendance à faire un comité de plus, une commission de plus, etc. Quelque chose comme le pacte de responsabilité me semble très positif, à condition qu'on l'applique très concrètement et assez rapidement. Ce qui déplaît à Olivier Mathieu, c'est cette impression d'avoir un président qui n'assume pas ses origines. Car avant de faire l'ENA, Hollande a fait l'école des grands patrons. Il se trouve donc que François Hollande est diplômé d'HEC, tout comme moi. Et pour moi, c'est le fait de ne pas vraiment l'assumer ou de ne pas le dire ou de ne pas le considérer que c'est un atout, c'est le reflet d'une idéologie globalement un peu passéiste qui considérait que l'entreprise est l'ennemi. François Hollande, méfiant vis-à-vis de ce monde de la finance qu'il dénonçait pendant sa campagne. François Hollande qui prend ses distances avec l'argent, comme s'il devait s'en démarquer. L'argent, pour lui,
Bon voilà, il en faut. Faut manger, faut dormir, faut s'habiller, mais c'est pas un accumulateur. La caractéristique de ça, ça montre Swatch, qui pour un collectionneur de montres comme moi, est quand même un problème. Mais il a aussi ce rapport détaché avec l'argent, parce qu'il n'en a jamais eu besoin. Julien Drey, l'ami disqualifié qui n'a jamais intégré le gouvernement Ayrault, c'est pourtant l'un de ceux qui connaît le mieux l'homme, à l'inverse de certains de ses ministres, pour qui il reste imprévisible, voire énigmatique. C'est pas un président qui se confie. Il considère que se confier, c'est déjà un acte de faiblesse. Donc il considère qu'en permanence, il doit être au-dessus de ça. Ces faiblesses-là, il les garde pour lui. Un homme pudique. C'est quelqu'un qui considère que on ne doit pas exprimer ses sentiments. Le président de la République ne laisse rien transparaître, notamment sur sa cote d'impopularité. Les 3/4 des Français ne lui font pas confiance, mais ça ne paraît pas l'affecter. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il pense? Est-il des soucis ou est-il heureux? Il ne vous en parlera jamais. Hein. Le moi François Hollande n'existe pas en fait. Hein. Est-il heureux à l'Élysée? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre que beaucoup de gens le sachent. Et je ne suis pas sûre que lui-même le sait. Ce qui, en tout cas, est important pour lui, à l'Élysée, c'est qu'il pense déjà à sa réélection, ça c'est sûr. Le chemin est encore long et sinueux avant 2017. D'ici là, François Hollande va devoir affronter une série d'échéances électorales, municipales, cantonales, européennes. Et sans doute, remanier aussi un peu son gouvernement. Voilà pour ce portrait signé Olivier Sibylle et Romain Verlet. On est ici avec vous, Michel Sapin, dans votre bureau du ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Alors vous êtes un proche parmi les proches de François Hollande. On dit même que vous êtes son seul véritable ami au gouvernement. Je ne sais pas si c'est vrai. Je n'en sais rien. C'est à lui de le dire. Et on voit derrière moi, il y a une photo du chef de l'État dont on s'est un peu moqué au début de l'émission en disant que même ça, il l'avait raté en termes de communication et d'image, qu'il ne savait pas communiquer par l'image. Vous vous dites, elle vous plaît cette photo? Non, mais la première réaction que j'ai, c'est ceux qui disent ça sont ceux qui n'ont pas fait la photo. Ah, c'est pas de celui pardon, qui a fait sûr. la photo, il la trouve excellente, il la trouve bonne par ailleurs. Mais j'entends toujours des critiques sur toutes les photos. De tous les présidents. De tous les présidents. Voilà. C'est jamais la bonne. Bon, en tout cas, c'est lui. C'est le Hollande que vous connaissez. C'est celui que vous avez fréquenté sur les bancs de l'ENA, celui que vous avez fréquenté dans les casernes quand vous faisiez votre service militaire entre eux, ensemble. C'était la première fois que je le fréquentais là. Oui. Un président de la République, ça n'est pas la même chose que un troufion pendant un service militaire. Chacun voit bien que, évidemment, lorsqu'on est dans la fonction, on est imbu de cette fonction. On est même transformé par cette fonction. Transcendé, disent certains. Je ne sais pas si c'est mais transformé. On se met dans la fonction et la fonction vous met dans Donc votre quelque copain de chose. régiment n'a plus rien à voir avec le chef de l'État. Le copain de régiment n'a rien à voir avec le chef de l'État, mais le copain de régiment peut avoir avec quelque chose avec l'homme. Parce que derrière, dans le chef de l'État, il y a aussi l'homme. Et l'homme lui-même n'a évidemment pas beaucoup changé. Et l'homme alors? Parce qu'il y en a qui disent qu'il est flou, qu'il est mou, qu'il est indécis, c'est ce que disait Martine Aubry d'ailleurs. D'autres qu'il est habile, qu'il est déterminé. C'est quoi la vérité de Hollande? Tous ceux qui disent qu'il est mou, qu'il est indécis, sont ceux qui ont eu à subir de sa force, de sa décision et éventuellement de sa capacité à vaincre. Donc oui, on n'est pas là où l'on est comme il l'est, quelles que soient les critiques qui peuvent être faites, sans être un homme qui a de la volonté, qui a une capacité de se battre, et non seulement une capacité de se battre, mais une capacité de vaincre. Et qui sait où il va. Et qui sait où il va. Qui sait où il va. Il allait là, il est arrivé là. Certains nous disent qu'en fait, il sait sans doute où il va, mais comme il ne le dit pas, on ne sait pas où ça va et ça inquiète tout le monde. Moi, je connais des gens qui nous disaient à l'avance où ils allaient et qui n'y sont jamais arrivés. Jamais arrivés. Parce qu'il ne suffit pas de dire je veux, je ne sais pas quoi, moi, arracher la croissance avec les dents pour avoir la croissance. On y perd les dents, mais on n'a pas réussi. Bon, donc le volontarisme pour le volontarisme, afficher pour afficher, ça ne sert à rien. Mais il n'y a pas un flou, un trouble, une indécision comme ça qui nourrit l'inquiétude des Français. À la fin, ça nourrit le sentiment d'une incapacité à agir sur le réel. D'ailleurs, celui qui a été battu, il a peut-être été parce que justement, il était trop dans l'agitation, trop dans l'affirmation de lui-même, trop au fond dans la capacité à agir. Un mot encore sur l'homme, si vous le connaissez bien, côté affect. Alors là, c'est pareil, on vient de le voir dans le reportage, il y en a qui disent qu'il n'en a pas. C'est un animal presque froid, éventuellement calculateur, et puis d'autres qui disent que c'est au contraire, c'est quelqu'un qui est tellement timide, pudique, que effectivement il ne se livre pas. Il donne cette impression-là. Le bon terme, il a été utilisé dans le portrait, je l'utilise depuis longtemps, c'est la pudeur.
c'est quelqu'un qui est extrêmement pudique. Il est pudique sur lui-même, il est pudique sur ses sentiments profonds, il est pudique sur ses relations aux autres, il est pudique sur les relations à ses parents, il est pudique sur les relations à ses enfants, il est pudique dans ses relations avec les uns ou les autres. Vous parliez d'amis au début, il est pudique dans son amitié. Donc la pudeur ne veut pas dire pour autant une retenue ou une distance. En fait, on va vers les gens. Et pourquoi ça ne marche pas avec les Français? Pourquoi sa cote de popularité est aussi basse? Pour une raison extrêmement simple, c'est que la France est dans la difficulté. Les Français sont dans la difficulté, nous ne sommes pas sortis, ou nous n'avons pas encore sorti la France et les Français de la difficulté, et donc très légitimement, très logiquement, au fond, en tant que citoyen, peut-être que je réagirais comme ça, j'impute à ceux qui sont là en responsabilité les difficultés qui sont les miennes. Voilà, c'est une explication d'une grande simplicité. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans l'ego ou dans la psychanalyse le pourquoi quelqu'un aujourd'hui est en situation d'impopularité. L'impopularité étant une chose, et ensuite, l'élection en étant une autre. Il y a les résultats qui tardent à venir. Hein. Évidemment, ça fait partie du sujet. Il y a eu sujet. aussi des reculades sur les quotas, la famille, les taxes, etc., des promesses non tenues, le vote des immigrés, j'en passe. Et les échecs, donc effectivement le chômage, c'est ça qui génère effectivement cette espèce de... Non, mais je prends juste la question du chômage, que vous disiez aujourd'hui échec, parce que ça n'a pas reculé, je comprends tout à fait, mais qu'on dise échec pour le quinquennat de François Hollande, non, nous ne sommes pas au bout du quinquennat. Une bataille aussi lourde, aussi profonde, aussi difficile à engager, qui demande que tout le tissu économique français s'y mette pour vaincre le chômage, pour faire reculer le chômage, c'est pas une bataille qui se gagne en 20 mois. Ça, chacun le sait. Mais aujourd'hui, le Français, il est là, il regarde ces 20 mois, il se dit, mais moi, je n'ai pas encore eu d'emploi. Et donc, lui, il est mécontent. Et il traduit ce mécontentement. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi, dans ces cas-là, vous êtes engagé à inverser cette fameuse courbe du chômage avant la fin de l'année dernière, alors que vous saviez que ça se gagne pas en 20 mois? Mais parce que ça fait partie de la capacité de mobilisation de ce président. Il a aussi une capacité de mobilisation. Jamais nous n'aurions fait reculer le chômage des jeunes, qui était le cœur de la bataille de François Hollande, comme candidat, comme président, s'il n'y avait pas eu cette mobilisation. Et vous n'êtes jamais sûr de gagner votre combat. Mais est-ce que la désaffection n'est pas d'autant plus forte que justement, on vous a fait des promesses dont on savait très bien qu'elles ne pouvaient pas être tenues? Pourquoi faire des promesses pareilles? Mais non, c'était même pas. C'est pas une promesse. On n'est pas à la veille d'une élection là. Enfin, c'était une promesse ferme. On inversera la courbe du chômage avant la fin de l'année. C'est pas une promesse, c'est un objectif réalisable. Réalisable. Il l'était celui-là. Mais réalisable ne veut pas dire qu'il est réalisé forcément. Il était évidemment réalisable. Il était même à deux doigts d'être réalisé. Mais il faut continuer. Et c'est pas parce qu'on n'a pas eu au mois de décembre qu'on ne va pas l'avoir au mois de février, au mois de mars ou au mois d'avril. Bon, là en janvier, c'est pas terrible non plus. Oui, bien sûr, mais c'est la bataille qui est devant nous. Et c'est la bataille qui met. Heureusement qu'il agit ainsi. Alors, il y a le chômage, il y a les déficits, dont on se dit, tiens, les 3% annoncés à Bruxelles, on ne va pas les tenir. Il y a les économies, les 50 milliards, comment on va les faire, on ne sait pas. Il y a les entreprises, ce fameux pacte de responsabilité, dont on entend certains patrons qui disent, c'est bien, d'accord, ça a été annoncé, mais on ne voit rien venir. Il y a une espèce de lenteur du pouvoir comme ça qui peut être aussi génératrice d'inquiétude. On peut trouver que le pouvoir est lent, mais ce n'est pas ce pouvoir-là. Voter la loi, c'est lent. Donc il faut prendre ce temps-là. Le temps de la concertation n'est pas du temps perdu, c'est souvent même du temps gagné. Ça aussi, c'est au cœur d'une manière d'être du président de la République. On n'a pas raison tout seul. Il y a quand même aussi pour l'opinion une espèce d'incompréhension quelquefois à entendre, pas l'Assemblée, pas le Parti socialiste, mais le gouvernement lui-même dans une espèce de cacophonie générale qui peut contredire le Premier ministre, qui peut, et les uns et les autres, avancer leur propre remède à la crise, enfin, etc. On se dit, mais ce gouvernement, comment on peut faire une équipe soudée qui fonctionne bien si elle passe son temps à se contredire elle-même? Oui, si d'ailleurs tout le monde disait absolument la même chose, etc., vous direz c'est un gouvernement, c'est pas une assemblée. Mais quand vous êtes allié au gouvernement, ça ne gomme pas les différences. D'ailleurs, ça servirait à rien d'être allié si on n'était pas par ailleurs différent. On apporte des choses différentes dans un gouvernement. Donc ça, ce sont des débats qui sont légitimes, qui doivent être maîtrisés, mais qui sont légitimes. Mais au sein Après, il y a un certain nombre d'autres expressions qu'on pourrait éviter. Et donc il gagnerait à être un petit peu resserré. Ça peut faire partie de la cohérence plus grande qui est nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant resserrer, changer. Enfin, c'est une habitude à prendre quand on est surtout dans les difficultés. Et surtout aussi dans un système médiatique qui, évidemment, aujourd'hui, fait la moindre différence pour l'opposer à la moindre nuance qui a pu être exprimée à côté. Il faut pas le condamner. Il faut simplement tenir compte.
Merci beaucoup. Merci Michel Sapin de nous avoir répondu pour essayer de comprendre un peu mieux qui est François Hollande et où il veut nous mener avec cette politique qui est la vôtre. Merci beaucoup. On arrive au terme de l'émission. Je voudrais remercier ceux qui nous ont accueillis, vous et bien sûr l'hôtel Lutetia. Remercier tous ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission, que ce soit Thomas Auro, Joël Brulandet, François Ducroux à la rédaction en chef, Caroline Durand à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. Je vous rappelle les réseaux sociaux pour nous rejoindre et je vous annonce que la semaine prochaine on parlera d'histoire avec comme invité exceptionnel en exclusivité, on est très content, Georges Clooney qui sort un film qui s'appelle Monuments Men et qui raconte l'histoire de ces soldats américains un peu spéciaux qui arrivaient avec les troupes et qui étaient chargés d'aller repérer et retrouver les œuvres qui avaient été volées par les nazis. Voilà, ça c'est la semaine prochaine. La soirée n'est pas finie, on vous laisse bien sûr sur France 2 avec Al-Khalil. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages et réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr.